Mais Jérémy, tu mets sur le drive, hein, donc bon, il faut lui laisser un peu de temps. Merci. Voilà, bon, il y a l'essentiel qui est là. Dénombrement. Alors le dénombrement, c'est l'art de calculer des situations, le nombre de situations telles que telle ou telle chose. D'accord. Voilà. Ça démarre facilement et puis d'un coup, à un moment, ça s'accélère. Enfin, non, en fait, ça s'accélère pas, mais ça donne le sentiment que ça s'accélère. Okay, donc, voilà. Au début, on reprend ce que c'est que l'addition, ce que c'est que la multiplication, puis en fait, tout est lié juste avec l'addition et la multiplication, donc on continue et puis on se retourne et il n'y a plus personne derrière, quoi. Ok, ça passe. Mais normalement, ça marche, ça passe assez bien parce que depuis le début de l'année, on a déjà préparé pas mal de petits trucs. Donc ça devrait le faire. Alors, sur ça, non, il y en a deux. C'est un des chapitres où il n'y a pas de problème pour démarrer. En fait, il y aura des problèmes tout le temps. On va les faire. Alors, petite remarque d'abord, il faut corriger dans le DM que je vous ai donné hier. Je vais vous le donner hier, donc j'étais un peu rapide. Bon, c'est pas grave. Dans le problème à la question 3a, de toute manière, vous ne pouvez pas la faire encore parce qu'on n'a pas fait le cours qui va avec. Alors, considère que machin, montrer qu'il existe une infinité de bases B de E, telle que la matrice dans la base B de U est égale à T, égale à W. Et qu'est-ce que c'est que U? U, c'est l'endomorphisme qui est canoniquement associé à la matrice A. Vous écrivez cette phrase-là, vous répondrez un jour. D'accord, U, c'est l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. D'accord? Pour ceux qui n'avaient pas fait cette dernière question, c'est normal. C'est bon? Ok. Alors, les questions. Donc, deux petits exercices. Combien de mots de 5 lettres, compréhensibles ou non, hein, c'est pas un problème de français, c'est un problème de maths, existe-t-il en utilisant l'alphabet usuel? Oui. 26 puissance 5. 5 puissance 5. Oui. Tu peux voir toute la même lettre ou pas? En priori, oui. Ah bah Ok. Donc en effet, c'est une question intéressante que tu poses, mais bon là, 26 puissance 5 on me dit. Est-ce que tout le monde est d'accord? Bon voilà. Alors, Xavier part en vacances aux États-Unis. Avant de rentrer, il décide d'écrire une carte à chacun de ses meilleurs amis, Arthur, Brigitte, Claude, Dominique. Pour récipier chez le vendeur de cartes postales, il possède que 26 modèles de cartes différentes. Xavier se demande combien de possibilités il a pour envoyer des cartes postales à ses amis. ça manque de Brésil. Hein? Ça manque de Brésil. De quoi de dragon? Ah oui, t'aurais dit, pas grave. J'ai un peu le truc de dragon. Alors, le but c'est de noyer le poisson, hein? Hein? Pareil? Ouais, c'est pareil. Et que devient la question, est-ce qu'on peut utiliser des lettres différentes dans l'exercice 2? Est-ce qu'on doit utiliser des lettres différentes? 1? Non, alors je m'en fiche de la réponse, même si le mathématicien c'est pas qui l'intéresse. Oui, Arthur? C'est si les modèles de cartes qui sont plusieurs exemplaires. Les modèles de cartes sont quoi? En plusieurs exemplaires. Alors si ces modèles sont plusieurs exemplaires, c'est qu'on peut utiliser plusieurs fois la même carte. Voilà, donc s'il y a ça l'exemplaire, à ce moment-là, il n'y a pas de redite. Oui? C'est si on peut envoyer la même à deux amis différents. Ouais, voilà, donc par exemple, je rajouterais, si moi j'ai envie de faire, donc typiquement, hein, donc là la réponse est 26 puissance 5. Et après, si je veux faire 26 fois 25 fois 24 fois 23 fois 22, enfin le nombre d'arrangements, je rajouterais une phrase du genre, mais Xavier ne veut pas que les amis regardent s'ils ont eu les mêmes cartes postales, donc il décide d'envoyer des modèles différents. Combien de situations est-ce qu'il y a? Voilà, donc, truc, ok. Bon, c'est un peu ça le dénombrement. Le plus dur parfois, c'est de comprendre le texte, qui raconte tellement de choses qu'en fait, on ne sait pas où on va. Et parfois, on a un truc hyper compact comme ça. Alors, inversement, le truc hyper compact, c'est parfois
On a une urne avec 40 boules bleues, 2 boules blanches, quel nombre de tirages qui fait ça, voilà. Et on a l'impression que les mathématiciens s'intéressent que avec des... Alors, je ne sais pas ce que vous allez mettre la semaine prochaine, mais qu'avec des boules dans des urnes. Et voilà, ça s'intéresse qu'à ça, alors qu'en fait, c'est juste qu'il a enlevé toute la fioriture qui existe, mais en fait, cette histoire de boules et d'urnes, c'est un modèle qui représente beaucoup de situations différentes. Okay, donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on a le même résultat. Alors comment est-ce qu'on peut dire ou démontrer, ou je sais pas quoi, que c'est le même résultat dans les deux questions. Hormis, la première situation, c'est qu'il suffit de faire les deux calculs et on voit que c'est le même résultat. Bon. C'est pas tout à fait la méthode classique. Attendez, c'est 15 heures. 15 heures. La méthode classique pour étudier pour démontrer que deux choses sont égales. Tiens, ouais, on démontre qu'en fait, c'est les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'il y a naturellement une bijection de l'un sur l'autre en fait. Hein. Ok, donc quand vous avez appris à compter, vous avez utilisé la bijection de vos doigts sur le problème qu'il y avait face à vous. Donc, quelle est la bijection? Ici, c'est naturel. Regardez, j'étais malin, j'ai mis des... Je ne sais pas si vous avez vu l'intelligence des prénoms. Et Brick, c'était pas la chose, je sais pas. Moi, j'avais un bon copain en primaire qui s'appelait Brick, comme ça. D'accord, donc en fait, il y a l'idée de dire, je vais créer une bijection qui a la première lettre du mot associe la carte de Monsieur A ou de Madame B. Ok, voilà. Et puis on fait la bijection entre les lettres de l'alphabet et les modèles de cartes. À la limite, on s'en fiche quelle est cette bijection, mais c'est ça qu'on utilise. Donc en effet, pour démontrer pourquoi on a le même résultat, en règle générale, et c'est une stratégie qu'on utilisera souvent, donc on prend le problème P1, et si dans le problème P1, enfin plutôt si on a un ensemble E1 qui est en bijection avec un ensemble E2, eh bien on va avoir le cardinal de E1 qui est égal au cardinal de E2. D'accord, donc ça c'est une des grandes idées de ce cours. Hein. D'accord, c'est vraiment moyen. Hein. Et alors, donc en fait ça, donc à chaque fois qu'on a fait des choses comme ça, ça permettait de dire finalement, ces deux problèmes c'était les mêmes. Et l'étape d'après, quand on a créé des classes des relations d'équivalence qui permettaient de dire machin c'est la même chose que bidule, l'étape d'après c'est de dire est-ce qu'il existe un modèle qui représente un petit peu l'ensemble de manière générique de tous ces problèmes-là. Okay, donc existe-t-il un représentant de l'ensemble de tous ces problèmes identiques? Alors pour répondre à cette question-là, en fait, on va s'intéresser à quelles sont les informations importantes du problème et quelles sont les informations non importantes. Et finalement, on va dire le problème générique, c'est celui qui recoupe ces informations importantes ou pas. Ok, alors, quelles sont les informations importantes ici? Donc Arthur il a déjà posé une question qui montrait qu'il y avait quelque chose qui lui paraissait important. Donc analyse. Donc quelles sont les informations importantes? Donc l'idée c'est qu'il y a 5 personnes, 5 lettres, 5 lettres. Ok, il y a 26 possibles. Ok, il y a répétition ou non. Donc répétition ou non, ça veut dire, voilà, est-ce qu'on peut prendre les lettres ou pas. Et il y a un autre mot, oui. Alors, ordre ou plutôt différenciation? Oui, très bien. Très bien. Donc on utilisera le mot ordre. Mais en effet, c'est pas tout à fait un mot vraiment ajusté. Parce que ordre, pour nous, ça fait référence à une relation d'ordre plus grand, plus petit, etc. Alors qu'en fait, on veut dire un premier, un deuxième, un troisième. En fait, il y a quand même de l'ordinal, si vous voulez, là-dedans. Mais l'idée, c'est plutôt de dire, si tu veux, est-ce qu'on différencie les objets ou pas? Les objets. Alors, oui. On veut dire selon leur position. Ouais, c'est ça, ce qu'on différencie. Donc, autrement dit, ça veut dire, est-ce qu'il y a une position qui est importante ou pas? Positionnement des objets. D'accord? Quand il n'y a pas de positionnement, ça veut dire que ce qu'on regarde, en fait, c'est un ensemble d'ensembles. D'accord? L'ensemble 1, 2, c'est la même chose que l'ensemble de 1, en fait, on se fiche de la position. Alors que quand on regarde avec un positionnement, ça veut dire qu'on regarde un couple, un tuple, une liste. D'accord? 1, 2, c'est différent de 2, 1. Ok? Donc,
Voilà, ça c'est une question qu'on se posera, et en règle générale, ça va se coder par est-ce qu'on regarde un ensemble ou est-ce qu'on regarde une liste. Ok. Alors après, il y a... Oui, bon, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Il y a quelques petits cas de subtilité entre les deux, mais... Alors, donc voilà. Combien existe-t-il d'éléments dans l'ensemble d'objets que l'on peut prendre? Combien d'objets doit-on retirer? Est-ce possible de prendre ces éléments plusieurs fois ou non? Si l'on décrit l'ensemble des solutions possibles, faut-il considérer que les solutions sont différentes si on permute les objets? D'accord? Donc, si vous voulez, positionnement, on pourrait appeler ça la permutabilité. Ok? C'est écrit ça, les 4 points là ou pas? Bon, Christian, c'est pareil. Alors, est-ce que vous pouvez faire 4 exercices où les réponses aux 2 premières questions sont les mêmes, c'est-à-dire 5 et 26, là, mais où celles des 2 autres secondes, ou celles aux 2 secondes questions sont différentes? Donc, a priori, il va y avoir, donc c'est encore la combinatoire, il va y avoir 4 exercices différents. Donc, il y en a déjà un qui a été posé, nous, le 26 puissance 5. Le 26 puissance 5, en fait, il répond à la question... 26 puissance 5, il répond à la question... Est-ce que ça marche? Voilà. À la question, donc 26,5, avec répétition. Oui. Oui. Et ordre. Est-ce qu'il y a un ordre? Oui, pour les mots, clairement. Hein. Enfin, AB ou BA, c'est pas la même chose. D'accord? Pour les lettres, aussi, puisqu'en fait, on considère que le premier sera pour A, le deuxième sera pour B, etc. Donc si vous inversez les cartes postales, vous n'envoyez pas les mêmes choses. Donc oui, oui. Alors, je garde ordre quand même. Hein. Bon, on a dit que c'était pas le bon mot, mais c'est comme celui qu'on utilise souvent. Alors, les 3 autres problèmes, que ça pourrait être? Donc on a... Oui, alors vas-y, Arthur. On peut reprendre les mêmes cartes, et donc ça serait 26, 25, 24, 23, 22. Donc là, la répétition n'est plus possible, l'ordre est important, et donc l'exemple, c'est des mots avec des lettres différentes, par exemple, ou la distribution des cartes avec des cartes différentes. Donc ça, l'exercice qu'on a créé est assez facile à comprendre. Alors maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste non, non, enfin oui, non, et non, non. On va commencer par non, non. Donc, les répétitions, est-ce que c'est possible? Non. Et est-ce que l'ordre est important? Non. Alors ça, c'est quoi, coefficient de c'est un exercice? 5 parmi 26. C'est le calcul qu'on fait. D'accord. Alors, donc, face à cette colonne-là, je dois écrire 5 parmi 26, c'est ça? Ok. Oui. Et, bon, ça, on aura le temps de le justifier. Et un exemple d'exercice où il y a non-non, là? Oui. D'accord. Oui. Dans une boîte, on met 5 boules avec 26 couleurs différentes possibles. Avec quoi? Avec 26 couleurs différentes possibles. On Tu va veux mettre les mêmes. Et après, qu'est-ce qui se passe? On a mis les boules dedans, mais après, je n'ai pas compris. Après, on regarde le nombre de possibilités de combinaisons de couleurs possibles. C'est quoi les combinaisons de couleurs? Pour moi, c'est pas très clair, mais... C'est à la liste, l'ensemble des couleurs qu'il y a dedans. D'accord. Donc, tu touches un peu par rapport à ça. Alors, par rapport à cette histoire de boules et tout ça, en fait, on aura un truc qui sera très simple pour les cartes. C'est quand on pioche, on va dire, on va piocher 5 boules d'un coup. Là, quand on pioche 5 boules d'un coup, on ne peut pas dire il y a la première, il y a la deuxième, en fait, elles arrivent toutes en masse. Donc, il n'y a pas d'ordre entre elles. Par contre, on dira, bah, je prends la première, je prends la deuxième, je prends la troisième, je prends la quatrième, je prends la cinquième. Là, on considérera qu'il y a un ordre. Okay, sauf à prendre les 5 boules comme ça, et à tomber par terre, et à ramasser les boules en sachant plus où c'est. Donc, par exemple, sur l'histoire des cartes postales, on pourrait dire, j'ai acheté 5 cartes postales, mais je les ai toutes mélangées, et je ne sais plus qui va quoi. Donc, je regarde mes cartes mélangées, entre guillemets. Et là, j'ai plus, en effet, de la question d'ordre, je regarde mon achat de 5 cartes différentes mélangées. Ok, par exemple. Et ça fait 5 parmi 26. Alors, il y avait une main, tu veux dire, Adam, c'est bon? Ah non, je veux juste proposer un exemple. Vas-y alors, s'il y a des dragons, c'est bon, sinon on passe. Il veut envoyer 5 cartes postales au même dragon. 5 cartes différentes et Ouais, 5 cartes différentes au même dragon et il va pas les envoyer dans l'ordre, il va les envoyer dans la... Voilà, donc le facteur se perd un petit peu et ça arrive dans n'importe quel ordre. Mais on n'est pas capable de tenir compte de cet ordre, donc oui. On peut dire son équipe de 5 aventuriers.
aventuriers pour tuer le dragon. Ouais, par exemple, exactement, une équipe de 5 aventuriers, pourquoi pas, il n'y a pas de premier aventurier, voilà, très bien. On peut choisir 2 fois. Et on va choisir 2 fois. Alors justement, c'est ça la difficulté de celui-ci. En fait, celui-ci, il existe vraiment, mais on a un petit souci, c'est qu'en fait, on peut répéter, et en même temps, on ne tient pas compte de l'ordre. Donc, quand on peut répéter, on voit bien mathématiquement où est le problème mathématique, en tout cas. Quand on peut répéter, ça veut dire qu'on va dire, on peut avoir 3, 3, 3. Mais quand on ne tient pas compte de l'ordre, c'est qu'on est plutôt en train de regarder des ensembles, entre guillemets. Et quand on regarde des ensembles, 3, 3, 3, ça ne veut rien dire. Un ensemble où il y a 3, 3, 3, c'est l'ensemble où il y a 3. D'accord? Donc, en fait, il y a presque une contradiction entre les deux. Alors néanmoins, il y a des histoires, enfin vous pouvez réfléchir, hein, on peut inventer quand même des trucs. Le calcul n'est pas évident, mais c'est faisable. Ok? On le fera un peu plus tard. Mais donc ça veut dire que fondamentalement, les questions classiques qu'on aura vraiment de base, entre guillemets, ça se passe comme ça. Okay, donc ça, c'est des choses qu'il faudra avoir très rapidement en tête pour faire le premier exercice, hein, au jeu de cartes, on a 100 cartes parmi 36, etc. Ok, et avec les questions qui sont là, alors répétition et ordre, mais je rappelle que le mot ordre n'est pas le bon. L'idée, c'est est-ce que ce qu'on décrit, c'est un ensemble, ou est-ce que ce qu'on décrit, c'est une liste? Est-ce qu'il y a une première carte? Est-ce qu'il n'y a pas une première carte? Est-ce qu'on différencie les cartes ou pas? Ok? Et puis après, en fait, on va rentrer en complexité, donc ça sera plutôt demain. Alors, on considère une urne avec 15 boules, numérotées de 1 à 15, on en tire 3 avec remise, puis 5 sans remise, et enfin une poignée de 4. Pouvez-vous décrire un exemple donné par l'expert? La stratégie que je vous demanderai de suivre tout le temps, enfin j'espère que je vais savoir faire, c'est toujours la même, c'est de dire, bon si vous voyez, ça va bien, hein. Si vous ne voyez pas, c'est de commencer par décrire le résultat d'une expérience. D'accord? Et en fait, en essayant de décrire le résultat d'une expérience, c'est-à-dire en disant, voilà, c'est ça qu'on a. Et si je dis ça, c'est la même chose, ou si je dis ça, c'est pas la même chose, vous allez voir naturellement dire, ah, là, ce que j'ai, c'est des listes, là, ce que j'ai, c'est des ensembles, donc c'est comme ça que je pense. Ok? Donc, alors ici, est-ce qu'on peut décrire le résultat donné par une expérience? Je considère une urne avec 15 boules, numérotées de 1 à 15, on en tire 3 avec remise, 5 sans remise et une poignée de 4. Oui? 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 7, 9, 8. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 7, 9, 8. 1, 7, 9, 8. Alors, je mis des virgules. Alors, on comprendra que en fait, chaque boule ayant un numéro, quand on donne un numéro, tu parles de la boule qui est numérotée avec le numéro qui est là. D'accord, je pense que vous avez compris. Ensuite, j'ai mis des virgules, là, je ne sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut considérer les choses. 1, 7, 9, 8, il faudrait le mettre dans un ensemble, le reste, ça serait plutôt... 1, 7, 9, 8, il faudrait le mettre dans un ensemble. Comme ça? Ok. Et le reste, plutôt une liste. Ok, alors, moi, j'aurais plutôt envie même de faire une liste 1, 1, 1, une liste 2, 3, 4, 5, et en fait, une liste 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, et l'ensemble 1, 7, 9, 9. Ok? C'est pour ça que je vois les choses plutôt. Mais... Oui, je m'attends. Moi, ça changerait, on mettrait tout en même temps, ou une par une. Les boules? Enfin, dans le 100. Ah oui, non. Oui. Ici, en fait, tu remarqueras, enfin bon, c'est un peu hasard, mais là, la suite est croissante, et on dit, tiens, c'est intéressant, c'est une suite croissante. Là, la suite n'est pas croissante, mais en fait, on s'en fiche complètement, parce que la pleine croissante, c'était pareil, de toute manière, ça on s'en fiche. D'accord? Parce que c'est l'ensemble, pris ensemble, 1, 6, 7, 9. Ok? Alors que là, tiens, on peut dire, ah, le hasard a fait qu'on est tombé sur une suite croissante. D'accord? Là, si j'avais fait 1, 7, 8, 9, que j'aurais pu dire, ah, le hasard a fait qu'on est tombé sur... On a dit, bah non, c'est débile, donc... Ok? Donc on voit bien qu'il y a quand même une différence. Et la différence entre les deux là, bah là, on peut répéter. Alors, il a un peu exagéré en remettant plein de fois le 1 pour montrer vraiment comment répéter. On peut aussi ne pas répéter. C'est aussi important. Hein. Et là, par contre, on fait, le 1 aurait pu être tiré aussi à nouveau. Hein. D'ailleurs, il est tiré là. Ok? Donc, quelle est la forme de là, l'ensemble des résultats possibles? Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire? C'est écrit en fait, hein. Donc ça va être, alors près d'une 3 listes, d'accord? Une 3 listes composées, donc avec pour premier élément
à nouveau une 3 listes. En deuxième élément, une 5 listes sans répétition. Ah oui, alors les termes mathématiques, c'est de liste, 3 listes, ça veut dire liste à 2 éléments, liste à 3 éléments, liste multiple, ok. Et après, en 3, un ensemble à 4 éléments. Alors, en termes d'ensemble, cette 3 listes, par exemple, c'est quoi? C'est pris dans quel ensemble? Par exemple, ce truc-là, on peut l'appeler L1, L2 et E3. L1, ça appartient à quel genre de truc? Oui, d'accord. N1, 10, 15, puissance 3. Voilà, c'est comme une liste. Une liste, on sait que c'est un produit, c'est le résultat d'un produit cartésien, c'est les éléments d'un produit cartésien. N puissance 15, N indice 15, puissance 3. On va regarder le dernier et on regardera le deuxième après. Parce que c'est plus compliqué. Donc, en fait, combien il y a de solutions? Nous, on va dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout le temps le même principe, c'est-à-dire dire, finalement, ici, on a des multiplications entre les possibles. Le premier possible, c'est le cardinal de N1 puissance, de N puissance 15 puissance, de N15 puissance 3. Donc ça fait produit cartésien, on va calculer, c'est 15 fois 15 fois 15. Ok? E3. Alors, les ensembles à 4 éléments à partir d'un ensemble. Alors, à partir de quoi? E3, il appartient à quoi, lui? Alors, on a écrit une fois cet ensemble-là. Oui? Des parties finies Dans le ça commence comme ça. de N10 à 4N. C'est l'ensemble des éléments, des ensembles à 4 éléments à partir d'un ensemble à combien d'éléments? Alors, il y a quelqu'un qui vote pour N15. Il y en a qui votent pour 10. Oui. En gros, ça dépend un tout petit peu de l'énoncé. De l'énoncé, oui, tout dépend de l'énoncé, mais c'est vraiment de l'énoncé que tu voulais dire? Est-ce que le sans remise, il dure jusqu'à la fin des 4 boules ou est-ce qu'il s'arrête à la fin des 5? Ouais, alors on va dire que ça continue. Hein. On ne remet pas les 5 boules. Oui, mais alors, très bien. Cet ensemble qui est là, c'est qui exactement? Est-ce que je peux écrire l'indice? Il est en bijection. Bah non, j'ai... Hein? Il est en bijection avec. Il est en bijection, oui. Oui, Arthur? C'est N15 privé de les 5 blancs. C'est une 15 privé de L2. C'est pas faux. D'accord? On voit que ça commence à être problématique parce que pour le décrire, cet ensemble-là, il faudrait qu'il dépende des résultats d'avant, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir décrire l'ensemble des éléments, en fait, avant les résultats possibles, en fait. Donc on aimerait un truc indépendant de L2, quoi. Donc là, on a un souci. Alors, en fait, on va lever le souci à un moment. Une fois, je vais vous faire un truc propre. Mais ça va être un peu lourd. C'est pas compliqué, mais lourd. Ok? Comme par ailleurs, ce qui nous intéresse, c'est pas trop la forme exacte, le formalisme exact. Mais ce qui nous intéresse, c'est le nombre. Ce qu'on remarquera, c'est que quel que soit L2, cet ensemble, et c'est ce que vous avez dit tous, il a 10 éléments. Et donc le cardinal de 4 parmi L15 privé de L2, quel que soit L2, à partir du moment où L2 a 5 éléments, c'est en fait 4 parmi 10. Ok, donc en fait, on va le faire une fois par an. La dernière fois, on va faire la démonstration. Mais après, on dira, voilà, c'est 4 parmi 10. Ok? Et alors, même principe, mais encore plus difficile. L2, il appartient à quel ensemble? Oui? N15 soit N15 privé de... Pas de l'élément qui est... L2 crochet 1. Voilà. J'ai défini par exemple. Voilà, on a un truc qui est un peu bizarre. On a envie de dire N15 privé de L2 crochet 1. Croix N15 privé de L2 crochet 1, 2. Bon, etc. Oui? On ne peut pas créer une suite d'ensemble qui, à chaque étape, enlève un élément. Si, ça c'est possible. Ça va. La problématique, c'est que cet élément qu'on enlève dépend de le truc d'avant. Ça, c'est plus compliqué. Ok? Dire N15, en fait, enlever un élément, et en particulier au niveau du cardinal, ça va être facile, donc ça va faire 15 fois 14 fois 13 fois 12 fois 11. Et en fait, ça correspond au calcul tout à l'heure de 26 fois 25 fois 24 fois 23 fois 22. Ok? Oui? Si par exemple on prend l'ensemble des permutations de l'ensemble 2, 3, 4, 5.
il faut l'enlever en tout cas. C'est ça que t'as dit Pierre? Il n'y a pas une notation qui ne prend pas en compte la nature de l'ensemble, seulement le cardinal. Et donc ce serait juste un ensemble à 15 éléments, puis un ensemble à 14. Bah ça on pourra le faire de toute manière. Si notre objectif c'est vraiment que le cardinal, on va y arriver. Et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Mais il y a un moment on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu propre à ce niveau-là. Ok? En fait, grosso modo, au moment où on fera la démonstration, le nombre d'éléments de cette situation c'est telle chose. Dire voilà, j'ai. Ok? Et bon bah là, déjà cette notation-là elle n'est pas tout à fait au programme. Enfin celle-là elle n'est pas tout à fait au programme. Avec le reste. Alors en fait, il y a bien une façon de faire. Hein. C'est de. Comment vous l'avez déjà fait ça l'année dernière? Comment vous faisiez? Mais on vous a pas trop embêté avec ça en fait. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais pas trop. En fait, ces questions-là, c'est associé très rapidement au coefficient binomial. Le coefficient binomial, pour vous, c'est très rapidement associé à des arbres. Donc peut-être que derrière tout ça, en tout cas en septembre, si vous avez posé ça, vous auriez dans votre tête beaucoup d'arbres. D'accord? Là, je ne sais pas si vous avez encore des arbres dans votre tête, je les ai un peu. Ok, mais. Ok, et en fait, vous avez l'arbre qui est là, c'est votre arbre où tout va bien, c'est-à-dire 3 branches, donne 3 branches, donne 3 branches, voilà, c'est un monde parfait. Enfin, qui s'appelle 15 branches, donne 15 branches, donne 15 branches. Voilà, 3 branches de vie. Alors, ok? Donc tout va bien. Puis après, vous avez une autre situation qui consiste à dire, oula, 3 branches donne 2 branches. Oui, parce qu'on ne peut pas répéter. Donc ici, je donne plus celle-ci, après je donne plus celle-là, et puis après, je donne une seule branche. Alors comme ça, ou comme ça, je sais pas, peu importe. Ok? Et là, on ne vous a pas trop embêté en disant, bon, il y en a 3, 2 branches, une branche, d'accord, oui, ok. De toute manière, ce qui m'intéresse, c'est de compter le nombre de branches, j'en ai 6. Enfin, j'ai 6, je sais pas quoi. Ok? Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez déjà travaillé sur ce genre d'objet dans lequel ce qui se passe en deuxième temps dépend de ce qui s'est passé en premier temps. Ok, mais je ne pense pas qu'on vous ait donné un formalisme clair sur comment définir ces arbres-là. Enfin, pas comme on va le faire nous, et surtout pas comme ça sera fait pour ceux qui ont fait l'option info. Parce que c'est typiquement des questions qu'on se pose en option info, ça. Ok? Parce qu'en fait, de fait, il faudra à un moment dire à l'ordinateur, qui lui est très rigoureux, il faut que tu piges mon gars que je ne fais pas de répétition, etc. Ok? Donc on le fera, hein. Enfin vous le ferez plus exactement. Oui? C'est un peu stupide comme notation, mais N15 factoriel descendant. Je sais pas. En tout cas, on peut toujours inventer la notation, mais il faut bien comprendre que ça dépend du premier résultat, du deuxième résultat. Donc, voilà. On faut l'inventer de toute manière. Ok? Comment est-ce qu'on l'implémente? C'est une autre question. Alors, bon, on va continuer. Voilà, donc ça, je vais faire un exemple. Donc, on lance 2 dés à 6 faces, un rouge et un bleu. Combien de lancers existe-t-il? Combien de scores différents peut-on réaliser en sommant les 2 résultats? C'est bizarre cet exercice. Alors, où est le problème? C'est important, un des rouges et un des bleus, attention. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Enfin, mine de rien, c'est pas non important l'histoire des bleus et rouges. Parce que les deux, on va pas trop s'en intéresser, mais par contre, quand on fera des probabilités, là, dans 2 mois, on se reposera les mêmes questions avec des blés, par exemple. Et là, on dira, tiens, j'ai obtenu 6. Combien de façons d'avoir 6? 6 en sommant les résultats. Donc combien de façons d'avoir 6? Il y a 1 et 5, 2 et 4, 3 et 3. Voilà. D'accord? Et parfois on se dit, c'est bon, je les ai tous là. Parce que, voilà. Sauf que c'est pas vrai. 1 et 5, on peut l'obtenir de 2 façons. D'accord? Le premier dé donne 1 et le deuxième donne 5, ou le premier dé donne 5 et le deuxième dé donne 1. À condition de dire qu'il y a un premier et il y a un deuxième dé. Alors 3 et 3, on ne peut pas, c'est que le D1 et le D2 donnent 3 tous les deux, il n'y a pas d'autre option. Okay, à condition de considérer qu'il y a 2 dés différents. Alors j'ai régulièrement des élèves qui se rebellent en disant non, moi je ne peux pas savoir, je ne sais pas comment. Les dés, je les ai tellement mélangés que je ne sais plus qui est le D1 et qui est le D2.
Donc quand j'ai 2 et 4, j'ai 2 et 4 quoi. Bon. C'est pas parce que vous avez mélangé très fort que eux à l'intérieur ils se sont mélangés en fait. D'accord? Donc il y a toujours un des deux quelque part. Donc, si je leur mets une couleur, vous avez beau mélanger très fort, fermer les yeux, faire tout ce que vous voulez, partir en courant et revenir en marchant. Il n'y a pas d'intrication ou je sais pas quoi. Ok? Donc, par contre, si les phénomènes sont intrigués, là, c'est autre chose. Ok? Donc, il faut bien faire attention. Donc là, on s'en fiche qu'ils soient en rouge et bleu, mais néanmoins, ça veut dire que les dés, bien que moi, je n'ai pas l'information qui permette de les différencier. Enfin, je peux, mais dans d'autres situations, je ne pourrais pas les différencier. Ils sont néanmoins différents. Enfin, ils sont néanmoins différenciables par quelque chose, par quelqu'un. D'accord? C'est ça, le magicien, il est le champion de la magie, là. Ce qu'il sait, c'est que lui, c'est des différentiels, mais pas vous. Donc c'est comme ça qu'il vous arnaque. Alors, donc là, le rouge et le bleu, ça va, tout le monde arrive à les différencier, sauf... c'est qui déjà qui est daltonien, là? Ah, Guillaume sur le... Enfin bon. Donc, ok. Donc combien de lancers différents existe-t-il? Combien de scores différents peut-on réaliser ensemble? Alors combien de lancers différents? Arthur? 36, oui. Premier dé donne un résultat, 1 à 6. Deuxième dé, un résultat. Les résultats vont être donnés par une liste. D'accord? Premier, deuxième, c'est pas la même chose quand même différencier. Donc on est dans une situation en répétition oui, ordre oui. Donc on retrouve 6 au carré, 36. Bon, combien de scores différents peut-on réaliser en selon les deux résultats? Oui? 11. Sans compter les cassés et compagnie, quoi. Enfin, les tranches. D'accord? Je suis sûr que Pierre s'est déjà entraîné plein de fois pour essayer de lancer le dé pour que ça s'arrête sur l'arête. Il n'a jamais réussi. Donc, je vois avec ces trucs d'équilibre qu'il fait tout le temps. Non, t'as jamais essayé? Il faudrait que j'essaie. Je suis sûr que quand t'avais 5 ans, t'as essayé ça, puis après t'as arrêté. Mais... Ok, il y a bien une origine à cette problématique qu'il a. Ok? Donc en effet, donc 11. De 2 à 12. Voilà, donc 12 moins 2. Mais en fait, bon, quel calcul on fait? Comment on justifie ça? Hormis le fait de, on n'a qu'à faire la liste et on voit bien que ça va de 2 à 12. Il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. Ce qui est important, c'est calculer les deux extrêmes, c'est facile. Il faut raconter qu'il n'y a pas de trou, c'est-à-dire au plus petit, au min on fait 2 avec 1 et 1, au max on fait 12 avec 6 et 6. Et tout est possible entre 2 et 12, il faut le raconter ça, pas forcément, faut au moins le dire. Et après on fait 12 moins 2 plus 1. Alors, décrire des résultats possibles d'une expérience, c'est souvent une excellente idée de donner un exemple de description, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Et de mesurer le moment de son écriture, si nous savons faire une liste d'un ensemble de répétitions possibles, quand les paramètres se combinent les uns avec les autres, on note l'ensemble des résultats possibles. La description de ces expériences permet de préciser la nature de l'ensemble E. Pour dénombrer l'ensemble des résultats possibles, il suffit de calculer le cardinal de E. Donc, à la base, ça va toujours dans un calcul de cardinal d'un ensemble. Je n'ai pas un truc sur ce que c'est qu'un modèle, tout ça, aussi ça doit être dans la marge, vous le lirez. Alors, ensemble fini, cardinal d'un ensemble. La notion de cardinal d'un ensemble repose sur le fait suivant. Donc, ça, on l'avait vu en début d'année. J'ai repréparé des démonstrations qu'on a déjà faites en début d'année, je vais les refaire. D'habitude, les amis disent, oh bah c'est beaucoup plus simple qu'en début d'année. Alors, on verra. La notion de cardinal d'un ensemble repose sur le fait suivant. S'il existe une bijection de 1p sur 1n, alors n égale p. D'accord. Dénombrer, c'est déterminer le cardinal d'un ensemble fini. L'ensemble n indice n est le représentant principal de tous les ensembles en bijection avec lui. Enfin, avec un indice n. Enfin, de taille n, quoi. Donc, on m'a posé la question, n indice n. Bon, c'est une notation qui n'est pas tout à fait... alors, canonique, je ne sais pas si on peut dire, disons, commun à tout le monde. Je ne suis pas sûr que dans les deux classes d'à côté, je ne sais pas si vous êtes... vous en parlez avec votre voisin. Bon, il ne va peut-être pas comprendre. Votre petite sœur non plus. Alors, n indice n, c'est les entiers de 1 à n. D'accord? Régulièrement. Est-ce qu'ils vont prendre 0 ou pas dans n indice n? La réponse est non. Ok? Alors, on dit qu'un ensemble, donc on rappelle, on va faire des bijections, on va faire exactement ce qu'on a fait en début d'année. On dit qu'un ensemble non vide E est fini s'il existe n tel que E soit en bijection avec 1 n, c'est-à-dire avec n indice n. Par convention, l'ensemble vide est un ensemble fini, même s'il n'est pas en bijection avec 1 n.
Un ensemble qui n'est pas fini est dit infini. Bon, ça va. Si E est un ensemble et N appartient à N, s'il existe une injection de E sur un N, alors ça veut dire que le cardinal de E est fini, enfin, ou E est de cardinal fini plutôt, et que le cardinal de E est plus petit que N. Donc ce truc-là, ça s'appelle le principe des tiroirs. Alors, vous vous rappelez comment on avait démontré ça? J'ai pris le cours au l'air en plus. Ah bah il y a même pas de démonstration. Si? Non, il n'y a rien. Comment? Ouais, alors c'est... Ah oui, alors j'ai écrit à l'envers. Ça a l'air à l'envers. Qu'est-ce que j'ai voulu faire, moi? Est-ce que j'ai une idée de ce que j'ai voulu faire? Ça, tac. Bon, alors, vous vous rappelez... Non, alors, pourquoi est-ce qu'on avait ça? En fait, c'est tout simple. Hein. S'il existe une injection, ça veut dire qu'en fait, je vais avoir E. Je vais avoir phi, qui est une application de E dans... Donc, il existe. Phi, application de E dans un N, injective. D'accord? Cette application qui est injective, on voit regarder le cardinal, j'aimerais bien avoir plutôt une application qui soit bijective. Donc, il faudrait que je la rende surjective. Pour la rendre surjective, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ne regarde pas dans un N, mais on regarde dans phi 2, qui est lui-même inclus dans un N. Ok? Donc on va l'appeler psi, on va l'appeler phi bar. C'est l'application qui a x associe phi de x. Hein. C'est comme phi. Sauf qu'au lieu de la regarder dans un N, je la regarde dans phi de E. Ok? Donc phi bar, elle est bijective. Alors c'est là qu'il y avait un petit travail qui était un peu pénible. Vous vous rappelez ce qu'on avait fait? On avait regardé les endroits où il y avait des éléments qui n'avaient pas d'antécédent par phi, et on les avait enlevés. Et on avait tout décalé de 1, on avait remonté là. D'accord? Et on avait été capable de transformer phi E en 1P avec P plus petit que N. D'accord? En enlevant les éléments et en décalant. Ok? Donc là, ça c'est bijectif. Hein. D'accord? Donc vous avez phi bar qui va de E, vous avez psi là, qui va machin, donc vous avez phi bar, psi rond phi bar, qui est une application de E dans un P, bijective. Ok, ça c'était le principe. Donc ça c'était... ça il y avait... je pense que c'était une récurrence, non, je sais plus. Récurrence. Bijective. Et donc vous avez E qui est fini. Et cardinal de E égale P qui est plus petit que N. La contraposée du principe des tiroirs. La contraposée du principe des tiroirs, ça donne quoi? Enfin, la contraposée de ce qui est écrit là. Là, il y a écrit s'il existe une injection, alors le cardinal de E est plus petit que N. Oui. Oui, alors je préfère que tu me le dises autrement, ça. Donc si cardinal de E est strictement plus grand que N, alors plutôt qu'il n'existe aucune injection, c'est-à-dire que dès qu'on va prendre une fonction N n'est pas injective, ça veut dire que quel que soit phi, application de E dans N indice N, il existe. Donc N n'est pas injective, ça veut dire il existe. Alors deux éléments, x1, x2, différents, tels que phi de x1 égale phi de x2. C'est de là que vient le nom de principe des tiroirs, hein, qui consiste à dire, mais vous en avez un tout petit peu trop, et que vous avez rangé, il y en a deux qui sont dans la même boîte. D'accord? C'est ça le principe des tiroirs, c'est on range n chaussettes dans p tiroirs. Si p est plus petit que n, c'est qu'il y a au moins un tiroir avec deux chaussettes. D'accord? Et c'est ça. Hein. Je range p chaussettes dans un tiroir. Si p est plus grand que n, là, parce que j'ai inversé, je sais que j'ai un tiroir avec deux chaussettes, donc on sait que
mon tiroir, là, il y a deux chaussettes différentes dans le même tiroir. Ok? Donc ça, c'est la même chose. Et ça, ça c'est la définition. Qu'est-ce que je vais attendre là? Démonstration par récurrence. Bon, on va pas la faire ça. On l'a déjà faite en fait, hein, donc est-ce que je... Bon, c'est si exactement la même chose que la deuxième phrase de tout à l'heure, non? C'est une bijections de E sur N et une bijection de E sur NP, alors N égale P. Donc, enfin c'est pas tout à fait pareil, c'est de la transitivité en plus. Donc si définit l'élément N tel que E sont en bijection avec un N, ça s'appelle le cardinal de E. En fait, il n'y en a qu'un seul. Ok, E ne peut pas être... Parce qu'on vient de voir que s'il était en bijection avec un N et avec un P, alors P égale N, donc il n'y a qu'un seul N. Ça s'appelle cardinal de E, et en fait, ça veut dire que, ce qui est important, ça veut dire la chose suivante, c'est qu'on peut alors noter E sous la forme x1, xn. D'accord? Et c'est quoi? Ben en fait, c'est justement cette bijection-là. C'est l'application qui va de E dans un N, son application réciproque, elle va de 1N dans E, c'est-à-dire qu'à tout élément de 1N, elle renvoie un élément de E, donc à tout élément 1N, elle renvoie un élément de E. C'est l'application qui a I associe XI en fait. D'accord? La bijection, enfin ce qu'on utilise, c'est ça. Ok? Donc à chaque fois que vous écrivez E est de dimension et de cardinal N, donc il existe E, je peux l'écrire x5 par xn. Arbitrairement, vous prenez un x à chaque i, xi, un élément de E, c'est que vous utilisez cette bijection-là. Ok? Ça marche? Au passage, c'est arbitraire. Hein. Votre voisin, il peut aussi écrire y1, yn, mais c'est pas forcément le même. Hein. Enfin, il peut aussi écrire x1, xn, mais c'est pas forcément les mêmes. Relation d'équivalence. Donc, la relation définie par E est en relation avec F si et seulement s'il existe une fonction phi de E dans la bijective est une relation d'équivalence. Et donc, si E sont deux ensembles finis et qu'il est juste une bijection de E dans F, alors cardinal de E égale cardinal de F, puisque par transitivité, tous les deux sont en relation avec n indice n. Tout sous-ensemble A d'un ensemble fini E est fini, et on a un cardinal de A, petit cardinal de E, avec égalité si et seulement si A est égal à E. Est-ce que vous vous souvenez comment on avait fait ça? J'ai une démonstration là ou pas? Ça vaudrait le coup de la revoir, donc je ne sais pas s'il y a, j'espère. Oui. Alors comment on avait fait ça? Comment vous feriez-vous? Donc vous avez un ensemble E qui est fini. Vous avez un ensemble E qui est fini. Vous pouvez reconnaître ces éléments, d'accord? Et vous pouvez même arbitrairement dire lui c'est x1, lui c'est x2, lui c'est x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, d'accord? Et vous avez un ensemble A qui est dedans, par exemple lui là, d'accord? Donc ici, A, il a 4 éléments, pourquoi? Alors oui? On n'avait pas trouvé une injection de A dans E. Et donc, cardinal de A et cardinal de E. Est-ce qu'on a une injection de A dans E? Adam? L'identité, alors presque, enfin il faut préciser, donc la fonction de A dans E qui a X associe X. Alors c'est pas ça qu'on avait fait, mais donc on va l'appeler θ celle-là. Est-ce qu'elle est bien définie? Oui, parce que quand elle prend X dans A comme A, X est dans E, ça devient X dans E, donc elle est bien définie. C'est souvent ce qui est le plus difficile, c'est de voir, parce que souvent on crée des fonctions un peu tarabiscotées, et parfois c'est pas forcément clair qu'elles soient justes. Donc ok. Et θ est injective. Oui, ça c'est très facile. Hein. Si vous avez θ de x1 égale θ de x2, ça veut dire c'est écrit x1 égale x2.
donc c'est l'injectivité. Ok, donc ça veut dire que le cardinal de A, c'est-à-dire que A est fini, et cardinal de A est plus petit que cardinal de E. Enfin, est plus petit que, oui, que cardinal de E. Alors tout à l'heure, on avait fait N indice N, je crois, hein, dans ce truc-là. C'est... On peut passer par l'intermédiaire. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez prendre l'application ici qui a psi va de E indice N indice N, et vous avez plus petit que N, θ rond psi rond θ, pardon, c'est une application de A dans N indice N injective. D'accord? Puisque psi est bijective. Hein. Ok, très bien. Bon, on n'avait pas utilisé, je crois pas qu'on avait fait ça, enfin je crois pas que c'est ce que j'ai prévu en tout cas. C'est très bien ça. J'ai fait autre chose là, mais c'est pas d'ailleurs ça que j'ai envie de faire. Autre idée? Très bien, très très bien. Oui, non. Par l'absurde, on suppose que le cardinal de A est le plus grand que le cardinal de E, donc ça veut dire qu'il y a un élément qui appartient à A qui n'appartient pas à E. Alors, ça c'est pas tout à fait évident. Enfin, parce qu'il y a plusieurs éléments. Enfin, Parce que, du coup, on peut les lister. Donc, on appelle x1, xn les éléments de E. oui. Du coup, les éléments x1, xn, ils sont dans A. Parce que A est un sous-ensemble. Alors, c'est l'inverse. C'est les éléments de A qui sont dans les éléments de E. Enfin, on peut s'en sortir, hein, mais il y a 2-3 petits trucs où il faut être un petit peu attentif. On peut s'en sortir. Oui. En fait, par l'absurde, avec le même raisonnement, on peut dire que cette identité existe parce que X, quand il appartient à A, il appartient à E. On peut le remettre comme résultat dans E. Sauf que on a dit que cardinal de A supérieur à cardinal de E, donc il n'y a pas de fonction injective. Donc dans cette identité qu'on a définie, il y a deux éléments de A qui, de façon magique, sont le même élément dans E. Donc c'est pas de la magie. Ok. Oui, donc mais c'est la même démonstration en fait. Oui. Oui. D'après ce qu'on a écrit précédemment, on suppose que cardinal de A est exactement supérieur à cardinal de E. Pour tout phi allant de A dans E, il existe x1 et x2 tel que I de x1 égale I de x2 et x1 et x2 différents. Pourquoi? Ah, avec la contraposée du principe des tiroirs. Ok, bon, enfin, ça reviendra au même de toute manière. Oui, c'est autre chose ou pas? Ouais, on peut utiliser le fait que le cardinal c'est la somme des indicatrices des éléments. Voilà. C'est aussi un truc dont j'aimerais rappeler aujourd'hui. Donc, alors, je sais plus si c'est à ce moment-là qu'on l'a fait ou un tout petit peu plus tard, mais il y avait cette histoire de dire je vais m'intéresser à l'indicatrice de A, qui est en fait l'application de E dans E, qui a X associé, donc 1 si X appartient à A, et 0 sinon. D'accord, et on avait démontré, mais en fait, concrètement c'est plus tard, on avait démontré que le cardinal de A, on va l'utiliser tout à l'heure, c'est la somme, pour X appartenant à E, des indicatrices de X de E, pardon, en X. Ok? Et donc en fait, le cardinal de A c'est ça. Tous ici elles sont plus petites que 1. Pardon. Merci. Toutes ici elles sont plus petites que 1. Donc si vous voulez, vous pouvez dire 1A de X est plus petit que 1. D'accord? Et donc si on somme maintenant, ça me plaît parce que c'est exactement ce qu'on fait avec de l'intégrale ou donc pour X appartenant à E, pour X appartenant à E. Ici, vous obtenez cardinal de E. D'accord, vous obtenez 1 pour chaque élément. Et ici, vous obtenez cardinal de A. Ok, donc ça c'est un truc qu'on avait fait. Alors, avant d'en arriver là, on a vu une étape intermédiaire qui consistait en fait à transformer, à créer la bijection. Donc ça a été peut-être un peu compliqué, qui consiste à dire, en fait, c'est la même idée que l'indicatrice. C'est en regardant, quand on a créé la fonction psi, là, c'est-à-dire x en fait, on a
a priori, les éléments de E n'ont pas d'ordre. Hein. D'accord? Mais en notant x1, x2, x3, on peut arbitrairement choisir d'ordonner les éléments de E. On choisit d'ordonner les éléments de E en disant, bah, il y a le premier élément, le deuxième élément, x1 c'est le premier élément, x2 c'est le deuxième élément. D'accord? C'est complètement arbitraire, mais depuis qu'on l'a fait, on l'a fait. Et donc, on peut continuer à garder cet ordre pour dire maintenant, les éléments de A, je vais continuer dans cet ordre, à les noter aussi comme il faut. Donc, à chaque fois que je regarde x1, il n'est pas dans A, je ne bouge pas. x2, il n'est pas dans A, je ne bouge pas. x3, il n'est pas dans A, je ne bouge pas. x4, il n'est pas dans A, x5, 6, x7, A, il est dans A. Donc là, je vais l'appeler y1. D'accord? Enfin, 1. Ok? x2, y2, y3, y4, et je ne touche pas à mon dernier. Ok? Combien d'éléments? J'en ai 4. C'est ça qu'on avait fait une fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait mis xi plus 1, yi égale xi plus 1 moins xi si, je ne sais pas quoi, il est dans A ou pas. Il y a tout un truc un petit peu compliqué, mais l'idée, elle était là. D'accord? C'est-à-dire, utiliser le fait qu'on a ordonné les choses, et puis garder cet ordre pour créer l'ordre sur A. Et en fait, on crée un sous-ensemble qui va être, de fait, plus petit hein, en nombre, puisque pour ces raisons-là. D'accord? Si on calcule son nombre, en fait, on a fait cette somme-là, hein, qui était plus petit que si on avait fait que des 1. Donc on en a moins que 11. Nécessairement. Et ce nombre qu'on a, c'est le cardinal de A. Ok? Donc c'est une façon... voilà, alors là, je ne l'ai pas formalisé très pour moi, j'ai regardé son exemple, mais ça doit être suffisant pour rappeler quelque chose. On l'avait fait. Alors, pour dénombrer des ensembles, il va y avoir grosso modo 3 familles de calculs. Souvent c'est lié, souvent c'est mélangé, c'est pas toujours aussi net. La première façon de faire, c'est la méthode directe, c'est la meilleure. C'est celle que adorent les numériciens là. C'est de regarder directement comme ça, notre problème, il est en bijection avec tel autre problème, et celui-ci, je sais le calculer. Je sais calculer son cardinal. Donc j'ai trouvé mon cardinal. Hop, je plante ma bijection. D'accord? Et c'est la classe. Deuxième méthode, c'est que, en fait, E se trouve être une réunion, disjointe, ou pas nécessairement d'ailleurs, une réunion. Ok, donc vous avez un ensemble E, c'est un ensemble A, union un ensemble B. Et vous devez calculer le nombre d'éléments dans E. D'accord? Tout ça, ça va, fondamentalement, l'idée, ça va être de faire une addition. Le nombre d'éléments dans E, c'est A plus B, le nombre d'éléments de A plus le nombre d'éléments B. Au pire, on enlève ceux qu'on a comptés 2 fois. On les enlève une fois. Ok? Donc ça, c'est des réunions. Et puis la troisième méthode, c'est en fait, l'ensemble E, il va être un produit cartésien d'éléments. Donc c'est une liste, avec un premier élément dans un ensemble, un deuxième dans un ensemble. Combien d'éléments au total? Tous les possibles pour le premier, fois tous les possibles du deuxième, parce qu'en fait, vous avez toute la combinatoire, vraiment au sens de combinatoire, ce coup-ci. En fait, le premier avec tout le monde du deuxième, le deuxième avec tout le monde du deuxième, le troisième avec tout le monde du deuxième, donc j'ai exactement A fois B, en fait. Ok? Et c'est le principe de la multiplication. Ok? Si vous avez un peu de souvenir de ce qui s'était passé quand vous étiez petit, quand vous avez appris la multiplication, c'est ça qui arrive. D'accord? Ok, vous verrez. Alors, c'est des additions répétées, vous allez commencer par faire. D'accord? Ah, il y a ça, j'en ai 10. Pour celui-là, j'en ai 10 aussi. Pour ça, j'en ai 10. Pour ça, j'en ai 10. Donc, j'en ai 40. Puis après, en fait, j'ai 4 fois 10. Ok? Alors, on va essayer de. En fait, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va regarder application, addition et puis multiplication. Donc, ça, on l'a déjà dit 20 fois. Si f est injectif de E dans F, alors le cardinal de E est plus petit que le cardinal de F, assurément. Le cardinal de E, il est égal au cardinal de F2, c'est ce qu'on a fait ici. Donc là, on a une bijection. Et il y a égalité si et seulement si F est bijective. Okay, tout à l'heure, il y avait déjà écrit ça, mais je n'ai pas trop démontré. Si vous avez, c'est comme pour les familles libres ou génératrices, vous vous rappelez, si vous savez que c'est une base, vous n'êtes pas obligé de tout faire. D'accord? Donc là, c'est pareil. Si vous savez que c'est injectif et que vous avez les mêmes cardinaux, c'est que c'est bijectif, nécessairement. Ok? Si vous avez les mêmes cardinaux, et c'est injectif, je viens de le dire. Si vous avez les mêmes cardinaux, c'est pas forcément injectif ni bijectif, parce que là, il peut y avoir des trucs qui ne vont pas bien, et qui se compensent. Mais l'idée, c'est que si c'est injectif et que c'est à égalité, c'est que c'est bijectif. De même, si c'est surjectif et qu'il y a égalité, c'est que c'est bijectif. Et de manière générale, votre ensemble F2, une fois il est pour l'injectivité, injectivité, ça veut dire que ça s'injecte. Hein. Donc en fait, E et F2 c'est la transformation qui s'injecte dans grand F là, sans bouger. Donc en fait, ces deux-là, c'est les deux mêmes. Hein. Sauf qu'ils sont pas au même endroit, mais c'est les deux mêmes. D'accord? Quand c'est surjectif,
quand c'est surjectif, c'est que l'ensemble d'arrivée, c'est le même que l'ensemble image. L'ensemble d'arrivée, c'est le même que l'ensemble image. Ok, donc, la différence, c'est cet ensemble-là. Un coup, il est avec lui, un coup, il est avec lui. Ok, et quand il y a égalité, c'est qu'on force l'égalité, là. Ça nous donne qu'on a l'autre partie qui nous manquait, soit pour la surjectivité, soit pour l'injectivité. Ça va? Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Mais ça, on a dû le faire, je pense aussi. Hein. Donc, j'ai quoi là? Bon, ouais, je passe. Alors, donc, on a, si E et F, vous savez déjà que E et F sont des cardinaux finis, et qui sont identiques, alors dans ces cas-là, vous avez l'équivalence, enfin, c'est ce qu'on vient de dire, mais c'est écrit autrement, entre l'injectivité, la bijectivité et la surjectivité. Ok? Si c'est injectif plus les mêmes cardinaux, c'est que c'est bijectif. Donc ça implique, si c'est bijectif, ça implique injectivité, c'est évident. Donc là, si vous voulez, on peut mettre un petit bout de truc par rapport à la démonstration. Je ne sais pas si cette fois j'ai prévu. Voilà. Je fais toutes les démonstrations que je n'ai pas prévues et je ne fais pas les démonstrations que j'ai prévues. Donc là, la bijectivité, comment on démontrerait là, au niveau de la structure, ce machin-là, structurellement? On ferait tout simplement injective est équivalent à bijective, ok, et surjective est équivalent à bijective, d'accord, avec cette implication-là qui est par définition, d'accord, et cette implication-là qui est par le théorème précédent. Théorème précédent 1, et ça par théorème précédent 2. D'accord, donc c'est le principe pour démontrer qu'injective est équivalent à bijective qui est équivalent à surjective. Ok? Ça va? Heuristique, on va mettre. Ok. Alors, donc si on veut montrer qu'un ensemble est fini, on peut soit montrer qu'il est inclus dans un autre fini, soit chercher une injection. Et puis si on a une injection, on a encore mieux, on a carrément le cardinal. Voilà, et on arrive sur ce que disait Mohamed là tout de suite, c'est qu'en fait, la fonction caractéristique est un résultat important, est une chose intéressante, puisqu'elle nous donne le cardinal de l'ensemble en faisant cette somme-là. Ok? Et puis en plus, elle nous donne une relation intéressante, c'est x appartient à f, c'est équivalent à la caractéristique de f en x vaut 1. D'accord? Et x n'appartient pas, c'est équivalent à elle vaut 0. Ok? La caractéristique, c'est en fait, la fonction caractéristique, elle a pour vocation de transformer une relation appartenir ou pas appartenir en une fonction 0 ou 1. Donc elle transforme des nombres, 0 ou 1, en une relation mathématique. Et on sait que les maths, on aime bien raisonner sur des propositions et sur des nombres. Donc la caractéristique, elle est vraiment bien là pour ça. Alors, on va essayer de calculer le cardinal. Alors, soit A une partie de E finie, soit une partie de E finie. Alors, l'indicatrice, ou la caractéristique du complémentaire de E dans A, de A dans E, pardon, c'est égal à 1 moins l'indicatrice de A. Ok? Et on en déduira ce résultat-là. Donc on va démontrer ça. Donc c'est facile, hein. X, l'indicatrice du complémentaire de A, de X, égale 1 par exemple. C'est équivalent à dire que X appartient au complémentaire de A dans E, soit la même chose que c'est complètement équivalent à dire que X n'appartient pas à A, ce qui est exactement la même chose que de dire que l'indicatrice de A de X vaut 0, ou encore de dire que 1 moins l'indicatrice A de X vaut 1. Alors, est-ce que c'est fini avec ça? Presque, oui. Comme il n'y a que deux éléments dans l'image de l'indicatrice, 0 ou 1, Oui. ça veut dire que si l'indicatrice de complémentaire de A dans E c'est 0, alors c'est équivalent à
moins indicatrice de A, ça fait 0. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Donc ceci a pour image 0 ou 1. Il faudrait juste préciser que celui-ci a aussi pour image 0 ou 1. Un tout petit calcul parce que quand c'est 1 ça fait 0, quand c'est 0 ça fait 1. Mais donc c'est ça, oui alors on peut écrire ça. Et l'indicatrice du complémentaire de A est une variable de l'ensemble E est égale à 0, 1. D'accord. Ce qui est aussi égal et 1 moins indicatrice de A en E est égal à 1 ou 0. C'est donc le même ensemble. Comme ça va, Mathéo, écrit. Voilà. Donc, quand on a tout 1, on a tout 1, et quand on n'a pas tout 1, c'est qu'on a 0. On a 0 de l'autre côté aussi. Donc on a bien l'indicatrice du complémentaire de A dans E est égale à 1 moins l'indicatrice de A. C'est bon? Et si on fait le calcul du cardinal maintenant, donc pour faire ce calcul du cardinal, on va utiliser la somme. Donc on a le cardinal du complémentaire dans E de A qui est égal à la somme pour x appartenant à E de l'indicatrice du complémentaire de A pris en x. Donc on remplace par sa valeur. Somme pour x appartenant à E de 1 moins la somme pour x appartenant à E de l'indicatrice de A en x, ce qui fait, ici ça fait cardinal de E moins cardinal de A. Ok? Bon. Ça va tout seul. Alors, maintenant, si on réunit deux ensembles. Donc, si on réunit deux ensembles, donc soit A et B, deux sous-ensembles finis, alors la réunion de A et de B est également finie. Et si A est égal à l'ensemble vide, on a le cardinal de la réunion B qui est égal à la cardinal de A plus cardinal de B. Et si A n'est pas égal à la réunion vide, en fait, de manière générale, la cardinal de la réunion B égale cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A interne. Ok? Ça, c'est lorsqu'on en a deux. Alors, au programme, officiellement, lorsque vous en avez deux, vous devez connaître les deux formules. Mais quand vous en avez plus que deux, vous devez connaître que la formule lorsqu'ils sont disjoints 2 à 2. Ok? Mais moi, je vais vous donner l'autre. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on va démontrer ce résultat-là? Ah voilà, c'est ce que je vous raconte ici. Oui? On regarde l'égalité avec les indicatrices, oui, si tu veux. Donc, on regarde directement ça, hein. Parce qu'en fait, celui-ci, si A inter B c'est l'ensemble vide, cardinal de 0, et ça donne le résultat dessus. Donc qu'est-ce que tu me racontes? L'indicatrice de A union B? C'est vrai ça? L'indicatrice de la réunion B plus l'indicatrice de l'inter B de x est égale à égale à 2 si x appartient à A et x appartient à B. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. Il est égal à 1 si x appartient à A et x n'appartient pas à B, ou bien si x appartient à B et x n'appartient pas à A. Il est égal à 0 si x n'appartient ni à A ni à B. Et on a fait tous les possibles. Oui? On peut peut-être aussi utiliser les complémentaires et les relations de Morgan. Alors on n'a pas fait... On l'a fait tout à l'heure. on va le faire après. Ok. C'est aussi égal. Donc en fait on voit bien que ça correspond bien à l'indicatrice de A plus l'indicatrice de B en X. Ça correspond bien à la situation indicatrice de A plus indicatrice de B en X. Et ça aussi. Donc on voit bien que c'est aussi égal à l'indicatrice en A de X
plus l'indicatrice en B de x. Et ça, c'est vrai quel que soit x appartenant à E. D'accord? Donc, on a le résultat. Donc, tout à l'heure en code, là, le MPLC2, il écrivait, quand il mettait des égalités de fonctions, il mettait 3 égalités. Comme j'aurais pu mettre aussi. D'accord? Je trouve ça pas mal, pédagogiquement. Bon, on s'en fiche un peu. Alors, autre méthode, tu proposes? Utiliser le complémentaire de A union B. Voilà, utiliser le fait que le complémentaire de la union B, c'est A inter B. Alors, on va l'utiliser tout de suite. Alors, l'indicatrice de A union B, c'est en fait 1 moins l'indicatrice de A inter B. N'importe quoi, de A union B. Bon, je vais mettre des barres pour complémentaire, c'est un peu plus rapide. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante, c'est la loi de Morgan qui dit que le complémentaire de la réunion, c'est le produit des complémentaires, c'est l'intersection des complémentaires. Alors nous, on veut tout en fonction de la réunion, donc on aimerait revenir à la situation normale, donc ça fait 1 moins 1 A. Alors ensuite, j'ai besoin d'une autre relation. L'indicatrice de l'intersection. Voilà. Donc, et ça, j'en ai besoin. J'aurais dû la mettre d'ailleurs. J'aurais dû la mettre dans la page d'avant. L'indicatrice de C inter D de X, ça vaut 1 si et seulement si X appartient à C et X appartient à D, ce qui est équivalent à dire l'indicatrice de C de X égale 1 égale l'indicatrice de D de X. Et donc c'est exactement équivalent à dire que l'indicatrice de C fois l'indicatrice de D en X égale 1. D'accord? S'il y en a une des deux qui vaut 0, ça vaut 0, ce qui est bien le cas de l'intersection. C'est l'avantage d'être beaucoup plus simple que la somme, là. Donc en fait, on a l'indicatrice de C inter D qui est égale à l'indicatrice de C fois l'indicatrice de D. Donc ça, c'est mon petit lemme. Il me permet de revenir ici, donc. L'indicatrice de A union B est égale à 1 moins l'indicatrice de A bar fois l'indicatrice de B bar. D'accord? Et que je vais remplacer tout de suite par leur complémentaire. Donc ça fait 1 facteur de 1 moins l'indicatrice de A multiplié par 1 moins l'indicatrice de B. Ce qui donne, quand on développe, alors les 1 là, donc 1 moins 1, 0, moins l'indicatrice de A, vous avez plus indicatrice de A, moins indicatrice de B, et moins l'indicatrice de A fois l'indicatrice de B. Soit encore l'indicatrice de A plus l'indicatrice de B moins l'indicatrice de A inter B. J'aime beaucoup cette démonstration parce que c'est celle qu'on va utiliser pour le crypt tout à l'heure. Ok? Et elle permet de voir le calcul comme un calcul de développement polynomial, entre guillemets. Ok? Et elle permet de dire qu'en fait, si c'est compliqué sur la réunion, c'est parce que pour réfléchir en termes de réunion, il faut passer au complémentaire. Ok? Et que le complémentaire, ça donne des intersections, et que pour l'intersection, c'est simple, c'est tout simplement des produits. Ok? Donc, ça, autrement dit, ça permet de dire aussi, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire des intersections et de faire des produits. Pour les réunions, il faut s'accrocher. Ok? C'est ça qui est écrit. C'est aussi ce qu'on fera avec des probabilités. Quand vous allez avoir des probabilités de A et B, vous allez dire, en fait, c'est facile, ça fait probabilité de A fois probabilité de B, si elles sont indépendantes. Sinon, vous utilisez probabilité conditionnelle, tout va bien. A union B, il y a aussi une formule qui est le crypte de Poincaré, qui va découler aussi, qui est beaucoup plus pénible. Qui est vrai, mais qui est beaucoup plus pénible. Alors, on n'a pas terminé, donc maintenant il faut calculer le cardinal. On fait la somme, et ça tombe tout seul. Hein. Donc on a le cardinal de A union B égale à la somme pour x appartenant à E des indicatrices de A union B de x. Ok. Soit la somme pour x appartenant à E des indicatrices de A plus indicatrice de B moins indicatrice de A inter B en x, toutes, j'ai oublié. Puis on utilise la linéarité de la somme, ça va donner donc un cardinal de A plus cardinal de B moins le cardinal de A inter B. Ok? Alors comment on démontre la deuxième partie là?
par récurrence. Ok. Deuxième partie. Donc, et évidemment, si A inter B égale l'ensemble vide, on a cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B. Là, ensuite, par récurrence, d'accord, par récurrence, on applique le résultat qui est là. Ok, par récurrence, le cardinal de la réunion pour I variant de 1 à n des AI égale la somme des cardinaux de AI pour I variant de 1 à n si AI interagit égale l'ensemble vide. D'accord? On dit qu'ils sont disjoints 2 à 2, c'est-à-dire j'en prends 2, c'est disjoint. Ok, alors on peut le faire par récurrence. Je propose qu'on fasse plutôt l'exercice d'après. Et puis, en fait, on en déduira le résultat de l'exercice d'après. D'accord? Alors, que dit l'exercice suivant? Il dit, en fait, il adapte la méthode ici, là. On nous dit, calculer 1 moins l'indicatrice de la réunion. Et vous allez obtenir un polynôme à développer. Vous allez le développer, vous allez calculer le cardinal au bout du compte, ça va marcher. Ok, c'est le même principe. Hein. Ok, bon, on va faire ça. Donc, le cardinal, alors 1 moins, le cardinal de la réunion. Donc, on a dit que c'était le cardinal du complémentaire. C'est, pardon, l'indicatrice du complémentaire. Ok. Donc, Van Morgan, le complémentaire d'une réunion, c'est l'intersection des complémentaires. D'accord. Et enfin, l'indicatrice d'intersection, c'est le produit des indicatrices. Et donc je reviens sur la situation présente, je viens de revenir au AI. Les complémentaires de l'indicatrice du complémentaire, c'est 1 moins l'indicatrice de la fonction, donc ça fait 1 moins indicatrice de A1 multiplié par 1 moins indicatrice de A2 multiplié par 1 moins indicatrice de A1. Ce résultat-là, je viens d'écrire, il est complètement équivalent à la formule du cube de Poincaré. Hein. Mais je ne crois pas qu'il soit difficile. Il est hyper symétrique. D'accord? Il est équivalent au cube de Poincaré. Maintenant, peut-être que... Oui, C'est quoi la formule du cube de Poincaré? suspense. Elle arrive dans quelques secondes. C'est en fait celle qui consiste à développer ce polynôme-là. Quoi? Ça vous stresse, ça? Alors, Baptiste, qu'est-ce qu'on va voir en termes de constante? 1. Oui, c'est facile. 1. Ensuite, on a déjà fait ce truc-là. Oui. Moins la somme des indicatrices de AI pour I variant de 1 à n. Pourquoi? Ça correspond à quoi cette situation-là dans notre développement? Donc normalement, c'est là que tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année doit porter ses fruits. Hein. Oui? En fait, on va arriver avec sigma 1, 2, 3, etc. Exactement, en fait, c'est des résultats qu'on avait vus sur les polynômes ici. Hein. Les polynômes à plusieurs variables. Donc, mais avant d'arriver à là, je vais dire en fait, comment on les a? Bah, c'est quand je prends 1, 1, 1, 1, et puis l'indicatrice de AI. Et 1, 1, 1. Et ça, je le fais à chaque fois, j'en prends un seul indicatrice de AI. Ok? Maintenant, je vais prendre deux indicatrices. Donc, j'en vais avoir deux. Elles sont toutes avec un moins, donc ça va faire plus. Enfin, j'ai moins d'indicatrices. Donc, j'ai une indicatrice ici de AI avec indicatrice de AJ. D'accord? Avec I
différentes J. Est-ce que ce I différent de J, je peux l'écrire autrement? Alors, est-ce que c'est vraiment I différent? Oui et non. Alors oui, alors, alors l'étape d'après, c'est que je vais faire l'intersection et à la fin, je vais passer au cardinal, enfin en faisant la somme sur eux. Non, pour l'instant, je réfléchis. Est-ce que c'est vraiment le bon I différent de J? Oui, attends. C'est le J appartenant à 2 parmi N indice N. N. Pourquoi et quelle est la différence? On a eu ça en début d'année, hein. Mais en fait, comme quoi, si aujourd'hui c'est pas mûr, c'est que c'était pas mûr en début d'année. Oui, Maxence. Parce qu'il y a les situations, il y a des doubles situations. Si on fait là comme ça, c'est les sommes de Cauchy. Donc Somme de Cauchy, non, c'est pas tout à fait somme de Cauchy, mais. Enfin. Et, En tout cas, tu as raison. Ici, si je mets I différent de J, je vais trouver 1 indicatrice A2 avec 1 indicatrice A6, par exemple. Mais 6 est aussi différent de 2. Donc je vais trouver 1 indicatrice A6, 1 indicatrice A2. Donc je vais l'obtenir 2 fois. Est-ce que c'est ça que je veux? Non. Donc là, il y a 2 options. L'option la moins bonne, c'est de dire je vais diviser par 2. Mais qui est quand même une option intéressante. Mais pourquoi elle est moins bonne? On l'a fait ça en début d'année quand on faisait des doubles sommes. Vous vous rappelez une fois, je vous ai dit on va démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz, machin là. Voilà, j'ai l'impression d'être tout seul ce jour-là. On avait fait ça. Mais ça allait bien parce qu'on n'en avait que 2. Là, le problème d'après, c'est que quand on va faire 3, il faudra diviser par 1 sur factoriel de 3. Ok, donc là, on sent que c'est moins intéressant. Donc il y a 2 options de correction. La première, c'est de dire en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les couples IJ, les ensembles IJ. Les ensembles IJ appartenant à 2 parmi N indice N. D'accord? Ok? Ça va, ça ou pas? C'est-à-dire que 3 et 6, il n'apparaîtra qu'une fois, comme l'ensemble 3-6, pardon, pas le couple. L'ensemble, la paire 3-6. Qui est la même chose que la paire 6-3, donc je ne vais pas compter une deuxième fois. Baptiste. Voilà. Et il y a une deuxième option, qu'on va préférer, en tout cas, classiquement ce qu'on utilise, c'est de dire, finalement, je vais ordonner, et tout à l'heure je dis, mais quand on ordonne, c'est plus des ensembles, et pour toi, là, ça compte comme un ensemble. Alors en fait, aussi, c'est je surordonne, si vous voulez. C'est-à-dire, je vais prendre les listes IJ, mais avec la condition que I est strictement plus petit que J. Donc, je ne vais plus retrouver 6-2, j'ai toujours 2-6. Donc, ça marche. L'avantage, c'est que ça se généralise assez bien à truc d'après. Donc là, vous choisissez, c'est au choix de l'élève, l'une ou l'autre des 2 notations. Le suivant, ça va être quoi? C'est moins, très bien. Somme. Oui, Adam? De I inférieur à J inférieur à... Ah bah finalement tu bascules de l'autre côté, tu préfères? Ouais, en fait c'est mieux. Bon, je vais mettre les deux quand même. Hein. I inférieur à J inférieur à K, des indicatrices de AI, indicatrices de AJ, indicatrices de AK. Ou encore, si on l'écrit comme avant, l'ensemble IJK à 3 éléments pris dans l'ensemble des ensembles à 3 éléments à partir de l'ensemble à n éléments NN. D'accord? Ok, ça marche aussi, hein? Alors, on va continuer. On va faire une situation générique. Et puis, on va terminer par le dernier. On va peut-être terminer par le dernier. Donc, le dernier, ça va être quoi? Donc, en effet, on a bien des sigma, tout ça. Oui, j'adore. Moins 1 puissance n. N moins 1. N moins n, ça fait 1, ça. Non, moins 1 puissance n. De A1, tout le monde en fait. Indicatrice de A2, indicatrice de AN. En fait, c'est ce qu'on retrouve quand on développe, vous mettez des x à la place de vos 1 là. Vous avez vu, on l'avait fait ce truc-là, x moins a, facteur de x moins b, facteur de x moins c, on avait fait x moins ai. On avait dit, bah, d'abord il y a x puissance n, après il y a x puissance n moins 1 fois la somme d'ai, etc. Et après il y a la somme le produit d'ai, c'est le dernier. Donc c'est exactement le même calcul, c'était les sigma k, c'est pour ça que tout à l'heure Alexandre a dit c'est des sigma k. Et alors alors là je sais pas, on va l'appeler h si vous voulez. Alors comment on va écrire h? Alors c'est quoi h? H ça correspond à quoi? Ce h c'est quoi? En français, h il correspond à quoi?
Oui, la variable qui indique quoi? H interne. Qui indique combien il y a d'indicatrices dans le produit. Vous êtes d'accord? Donc, bonjour toi. Alors, il va y avoir une somme. Alors, oui. Sur les ensembles, soit plein de I, soit I1, I2 jusqu'à IH. Voilà. Alors, j'écris comme à la version Baptiste. Donc, I1 petit que I2 petit que IH, ou bien, comme tu le dis, l'ensemble des I1, IH appartenant à H parmi N indice N, ça revient au même. Donc, des Produit des éléments produits, si tu veux, des indicatrices de à I indice H. Pour, alors, 1 indice indice S, ou J, si tu veux, non S, pour S variant de 1 à H. Ça va? Vous avez à lire? Il manque un moins 1, quelque chose. Ah, il manque un moins 1, merci. Donc ici, il y a un moins 1 puissance H. Oui, tout ça, ça a toujours été comme ça. Ça va? Et donc, si on veut calculer le cardinal, alors, comme dit Laurent, l'indicatrice de ce produit-là, c'est en fait l'indicatrice des intersections. Donc, on va. Deuxième chance, si vous n'arrivez pas à lire, je vais le réécrire. Ici. Donc, on a 1 moins l'indicatrice de la réunion des AI pour I variant de 1 à N, qui est égal à la somme, suspense. Alors j'attaque. Hein. Alors si on y va avec une seule grande somme, là on a des sommes, deux sommes. Donc on va avoir une somme, deux sommes. Rien ne change. Ma variable, ça va être H. Elle peut valoir 1, N, voire même 0. Moins 1 à la puissance H, je peux le mettre en facteur, le moins, ça va bien. Et ensuite, j'ai dans chacune une somme de I1. Alors je vais prendre l'option celle-ci, plus petit que IH, d'accord, de indicatrices. Alors maintenant, c'est ça qu'on va gagner. C'est que là où j'avais le produit des indicatrices, maintenant je vais écrire des indicatrices de l'intersection. Donc de AI1 intersecté avec AI2 intersecté avec AIH. D'accord? Ok, et maintenant je vais calculer. Ça va pas, Baptiste? D'accord. Maintenant je vais calculer le cardinal. Donc on va faire une grande somme de tout ça pour x appartenant à E. Et donc on va obtenir. Alors ici, cardinal de E moins le cardinal de la réunion d'AI. D'accord? Est égal. Donc, ça, on peut permuter les sommes. Hein. Donc, somme pour H variant de 0 à N, de moins 1 puissance H. Somme pour I1 plus petit que I2, I1 plus petit que I2, plus petit que IH, des cardinaux, des intersections AI1 avec AI2, etc., avec AIH. Bon là, vous n'avez pas à lire, hein, c'est normal. Ça fait partie de la pédagogie. D'accord, c'est pour nous concentrer. Oui? C'est pour que Walid se réveille. Oui? H qui démarre à 0, ça représente quoi si on change I0 après dans la somme? Ah! T'as raison. On va mettre... on a commencé à 1 là. Et on va mettre 1 plus. Ça va gagner ce qui aura pour intérêt de faire disparaître ce cardinal de E. On dit ça dégage. Ok, donc les 1 disparaissent. Hop, ça dégage. Bon, alors maintenant, c'est presque bon, sauf qu'on n'a pas le bon signe là. Donc si ça ne vous gêne pas, je vais tout multiplier par moins 1. Et si c'était H, ça devient H plus 1. Ok? Oui? Oui, il faut quand même que le H dans la... Ah oui, il commence à 1 par contre. D'ailleurs, il commence à 1, alors je vais mettre H moins 1. Ok, c'est pareil, c'est une histoire de la modularité. Et voilà, la formule de cube de Poincaré. Elle est dans votre marge.
Donc c'est ça, point carré. Ah oui, alors c'est quand même triste de terminer sur un bout... Vous voulez que je la réécrive bien? Vous l'avez dans la marge, non? Oui, on a... Ah bah, dans une marge. C'est la page d'avant. Avant peut-être. Ah oui. Et je l'ai écrit avec les sous-ensembles. C'est pas mal d'ailleurs. Pas besoin de voir. Ah, c'est bien fait ce qu'on dit. Alors. Ok, donc c'est ça le crime de point carré. L'idée c'est quoi en fait? C'est qu'on range par paquet de H les intersections. Donc on met ensemble les intersections. Les fois où on fait des intersections de un seul ensemble. D'accord? On va les additionner. Puis on va soustraire les intersections dans la 2, puis on va additionner les intersections dans la 3, puis on va soustraire dans la 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ok? Donc, je crois que vous avez un exercice. Quoi? Vous avez un vieil exercice, c'est-à-dire qui date d'il y a 15 jours. Ah, t'as mis tous les exercices, là? C'est bien. En fait, j'en ai pas là. Enfin, si j'en ai un après, là. Il y a le 554 qui permet de calculer Eratosthène. Ah, c'est le même, j'ai peut-être mis 2 fois. Si on regarde l'exercice 554, on va prendre une petite pause. 554. Donc ça commence par soit E, on note A, machin des parties, machin, enfin c'est exactement ce qu'on vient de faire. Sauf qu'à la place de cardinal, j'ai mis des dièses. Et j'ai écrit la version avec les ensembles, plutôt que la version avec les singularités. Oui, attends. Pourquoi ça appelle ça un crible? Parce qu'on passe au crible. On regarde ce qui tombe. Voilà. Avant, j'avais un vieil exercice, enfin, l'année dernière, j'avais un autre exercice. Alors attendez, ça justifie mieux le nombre de cribles. C'est-à-dire, si vous prenez... Il y a une autre façon de justifier cette égalité-là. Donc, attendez, alors en 554, je reviens tout de suite en arrière. Il faut juste que je ne dise pas de bêtises. En fait, on a démontré là... Voilà. On a démontré et utilisé pour faire ça le résultat qui est là, c'est-à-dire que l'indicatrice de la réunion pour i variant de 1 à n des AI est égale à la somme pour h variant de 1 à n de moins 1 puissance h moins 1 somme pour i1 plus petit que i2 plus petit que ih des indicatrices de AI1 intersectées avec AI2 intersectée avec AIH. Donc ça, c'est la formule qui, derrière, lorsque je vais faire ça, va nous donner le résultat sur les cardinaux. D'accord? Et on l'a obtenu en faisant le découpage. On peut l'obtenir autrement, cette formule-là. On peut l'obtenir en montrant, en fait, que pour tout x, on a l'égalité à droite et à gauche dx. Ok? Donc, par exemple, on va réfléchir à x, soit x un élément 2. Tout à l'heure, on a dit, finalement, pour montrer que l'indicatrice de A inter B plus l'indicatrice de A union B est égale à l'indicatrice de A plus l'indicatrice de B, on a dit, on va regarder pour tout x. On a dit, en fait, grosso modo, ça vaut 2 lorsque x est dans les deux, ça vaut 1 lorsque x est dans un des deux uniquement, et ça vaut 0 dans l'autre cas. Et les deux calculs me donnent ce résultat-là, donc je peux l'identifier. Okay? Donc là, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va regarder tous les possibles. Et pour définir les possibles, en fait, il suffit de regarder toutes les distributions possibles de x dans des AI. D'accord? Donc si vous prenez un x appartenant à E, vous pouvez dire, en fait, par vous-même, vous pouvez dire, en fait, il existe, alors on va les appeler, je sais pas quoi, R, il existe R appartenant à un indice N, I1, alors on va les appeler autrement, J1, J2, etc., JR, tel que X appartient à toutes les AJI, AJK,
pour tout K appartenant plus petit que R, d'accord, et X n'appartient pas à H si H n'appartient pas à J1, etc., JA. Est-ce que vous comprenez tout ce que je raconte là? Donc en fait, vous regardez tous les ensembles A1, A2, etc., à N, et X, il appartient à certains et pas aux autres. J1, JR, ça correspond aux indices où appartient X, enfin aux indices des ensembles A dans lesquels X se trouve. Et les H, là, ici, ça, c'est ceux pour lesquels X n'est pas dedans. Ça marche? Et maintenant, on va calculer pour X l'indicatrice, on va faire les deux calculs au-dessus, on va regarder si on obtient le même nombre. Ok? Donc c'est ça un peu cette histoire de crise, c'est-à-dire on passe au truc, on regarde où tombe X par rapport à notre ensemble. Donc si je fais l'indicatrice de la réunion pour I variant de 1 à N des AI de X, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que X il appartient à la réunion des AI? Oui. D'accord? On va prendre ici R, il est différent de 0. Hein. Donc on est dans une situation où X, il est dans au moins un des AI, donc il est dans la réunion. En fait, exactement, il est dans AJ1, AJ2, etc., AJR. Donc en fait, la partie de droite, de gauche, était facile à calculer. Maintenant, on va regarder l'autre. C'est là que c'est plus compliqué. On va compter toutes les fois où il est, combien de fois ça donne, etc., et on va faire le calcul. Hein. Ok, donc, X appartient à AI1 intersecté à AI2 intersecté à AIH, pardon, c'est équivalent à dire quoi? Alexandre? Chacun des I appartient à l'ensemble des J. Très bien. Donc, on va aller comme ça. Donc, quel que soit S, je ne sais pas où il y a S dedans, à part plus petit que H, on a IS qui est inclus dans J1, etc., JR. Bon, on peut à la limite ordonner les J1, JR, je ne sais pas si on en aura besoin, mais comme on raisonne avec des trucs ordonnés ici, on peut ordonner cela aussi. D'accord, ça ne coûte pas grand-chose. Pourtant, on en a besoin. Ok? Ok? Alors, nous, ce qui va nous intéresser, on va faire ce calcul-là. Bon, alors, on va calculer, on va bloquer H, et on va dire, mais il y en a combien? D'accord, on va bloquer H, et on va dire, pour H bloqué, combien de fois on va avoir 1? D'accord, donc, si H est strictement plus grand que R, à votre avis, est-ce que X peut appartenir à l'intersection des AI1, etc., AIH? Non, parce qu'il y en a au moins un qui n'est pas dans les JR, vu qu'ils sont plus nombreux. D'accord, donc si H est strictement plus petit que R, si X, H1, qu'est-ce que je vais écrire? Si H est plus grand que R, X, ah oui, X il est fixé, hein. Donc je vais, X n'appartient pas nécessairement à AI1 intersecté à AIH, trop nombreux entre guillemets. Ok, donc déjà pour H supérieur à R, hop, ça dégage. Alors maintenant pour H plus petit que R, combien est-ce qu'il va y en avoir? Maintenant si H est plus petit que R, ou égal, combien est-ce qu'il va y avoir d'ensemble? Combien est-ce qu'il va y avoir d'ensemble? Ça marche pas mon truc. Combien est-ce qu'il va y avoir d'ensemble? Voilà. AI1, etc., AIH, dans lequel on va trouver X, enfin, intersecté, dans lequel on va trouver X. Oui. Il va y en avoir H parmi R. H parmi R, pourquoi? Parce que on doit, pour que ce soit égal à 1, on doit choisir H dans les R qu'on a disponibles. Exactement. Il y a H parmi R, intersection possible d'ensemble AI1 intersecté avec AI2 intersecté avec AIH, le possible d'ensemble, dans lequel se trouve X. On trouve X, et ça correspond au nombre. Ça correspond donc à I1, IH, l'ensemble I1, IH, pris dans l'ensemble J1, JR. D'accord? Donc il faut créer un ensemble à H éléments à partir d'un ensemble à R éléments. Ok? Donc ça veut dire que
quand je vais faire cette somme-là, somme pour I1 plus petit que I2 plus petit que IH des indicatrices de AI1 indicatrice à AIH de X, donc mon X il est toujours fixé, qu'est-ce que je vais obtenir? Voilà, je vais obtenir 1 plus 1 plus 1, H parmi R fois. Ça marche? Donc ça me donne H parmi R. D'accord? Donc maintenant on revient au calcul. Somme pour H variant de 1 à n de moins 1 à la puissance H moins 1 fois la somme pour I1 plus petit que I2 plus petit que IH des indicatrices de AI1 intersectées avec AIH en X, qu'est-ce que ça nous donne? Ben déjà, ça nous dit que H ne peut pas dépasser R. Donc ça fait une somme jusqu'à R. Somme pour H variant de 1 à R. Ensuite, on a moins 1 à la puissance H moins 1. Et après, on a H parmi R. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la somme pour H variant de 1 à R, de moins 1 à la puissance de H parmi R multiplié par moins 1 à la puissance H moins 1? Oui? Il semblait fortement Un petit binôme de Newton, je ne la connaissais pas celle-là. Et oui, c'est pas tout à fait un binôme de Newton, puisqu'il nous manque il nous manque le 0. Alors attends, alors donc il y a soit vous le faites rentrer par l'autre, soit on va plutôt faire 1 égale 1. Donc ici vous avez, je vais sortir un moins 1 en facteur, donc j'ai moins 1 multiplié par la somme pour H variant de 0 à R de H parmi R moins 1 à la puissance H, moins la situation H égale 0, c'est-à-dire 1. D'accord? Ce truc-là, ça fait 1 plus moins 1 à la puissance A, donc ça fait moins 1 multiplié par 1, moins 1 plus 1, le tout à la puissance R moins 1, et donc après le calcul, ça fait 1. D'accord? Et donc, en fait, alors c'est pas tout à fait fini, parce que là, on a fait que la situation où X était au moins dans un des AI. Et donc, quel que soit le X que vous prenez, à partir du moment où il est dans un des AI, vous faites le calcul de droite ou le calcul de gauche, vous obtenez le même résultat. Maintenant, il faut aussi faire le calcul de gauche et de droite quand X est dans aucun des AI. Alors, ça va être très rapide. Si X est dans aucun des AI, l'indicatrice de la réunion des AI de X, ça fait 0. Et s'il est dans aucun des AI, on va passer notre temps à faire 0 plus 0 plus 0. Donc, le résultat est aussi vrai, d'accord, dans la situation où X est dans aucun des AI. Donc, on va rajouter ça. Donc, ça, c'est ma question. Je peux faire ça un peu là. Donc, et si X n'appartient à aucun des AI, donc il n'appartient pas à la réunion des AI, on a 0 égale 0, donc pour tout X, appartenant à E, on a ce truc-là, l'indicatrice de la réunion des AI, pour une variante de 1 à n des X, égale à la somme pour H variant de 1 à n de moins 1 puissance H moins 1, de la somme I1 plus petit que I2 plus petit que IH des indicatrices de AI1, AIH de X. Mais fondamentalement, ce résultat-là, c'est le développement polynomial x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins n. Ok, c'est exactement le même calcul en fait. Qui n'était pas un calcul facile, mais qu'on a déjà vu quand même plusieurs fois. Viens voir. J'ai pas compris comment on a trouvé le H parmi R. Oui, très bien. Alors là, c'est parce qu'en fait, certains, je pense, sont pas encore tout à fait mûrs sur le coefficient binomial. Mais c'est pas grave, on va le revoir là. Cette difficulté, elle est liée au fait que votre coefficient binomial, jusque-là, on l'a introduit, enfin à mon avis, c'est lié à ça. Nous, on l'a d'abord introduit par des calculs sur des factoriels. D'accord? Du calcul avec des factoriels, factoriel, factoriel, machin. Et aussi, vous l'aviez introduit au lycée par des nombres de chemins qui montent parmi tous les chemins, je sais pas quoi. Mais fondamentalement, c'est ce qu'on va redire demain. Le coefficient binomial H parmi R, c'est le nombre de sous-ensembles à H éléments pris dans un ensemble à R éléments. Donc tous les H éléments différents, vous les prenez dans un ensemble à R éléments. C'est exactement ce qui se passe ici. Parce qu'en fait, tu prends H éléments qui correspond à être I1, etc., IH, dans l'ensemble J1, etc., JR, où ils sont R.
Ok? Voilà. Mais le fait de dire H par milliard, c'est le nombre de sous-ensembles H par milliard, je l'ai déjà dit quelques fois, mais jusque-là, ce n'était pas notre base sur laquelle on a créé notre coefficient binomial. Donc c'est normal que, pour l'instant, il soit de côté dans votre pensée sur le coefficient binomial. Mais ça sera normalement plus le cas à partir de demain. Ok? Et c'est la bonne façon de voir le coefficient binomial. Mais pour certains, c'était évident. D'accord? Quand on a fait le calcul de la formule du binomial de Newton pour les polynômes, 1 plus x puissance n égale machin, je vous ai dit, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans x puissance h, c'est le nombre de sous-ensembles à h éléments à partir d'un ensemble à n éléments, parce que ça correspond exactement au choix des hx que vous allez prendre et des n moins h1 que vous allez prendre quand vous allez développer 1 moins x puissance n, par exemple. Ok? Alors, on n'a pas fait finalement l'exercice 554, qui est rigolo parce qu'en fait, l'idée c'est de calculer le cube d'Ératosthène. Vous rappelez que d'Ératosthène, on enlève des éléments une fois sur deux, etc. Et en fait, vous allez avoir des éléments qui, a priori, bon alors vous enlevez les multiples de 2, tout va bien, les multiples de 3, tout va bien, puis après vous dites, ah oui, mais les 6, en fait, les multiples de 6, on les a barrés en tant que multiples de 2 et en tant que multiples de 3. Donc, ceux-là, en fait, ils sont à la fois des éléments, les éléments de multiples de 6 sont à la fois des multiples de 2 et de 3, donc quand je vais faire l'intersection des multiples de 2 et des multiples de 3, je vais trouver les multiples de 6. Donc j'ai un truc qui est sympa là, au niveau de l'intersection des ensembles. Ok, donc, alors, on va essayer d'appliquer ça. Connaissez-vous le machin? Il s'agit d'écrire des nombres bidules et de barrer. On peut barrer les nombres premiers. Écrire le cri pour le de 2 à 30, donc on fiche, vous l'avez fait en informatique de tout. On va noter EK. L'ensemble des entiers sont les multiples de K en fait, parce que K divise N. Okay. E2 c'est l'ensemble des nombres pairs, E3 c'est l'ensemble des nombres divisés par 3. En utilisant la formule de Poincaré, calculer le nombre de nombres qui restent dans l'ensemble 200 une fois qu'on a barré les multiples de 2, de 3, de 5 et de 7. D'accord? Et en fait, est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'on les a tous barrés? Vous vous rappelez qu'un petit truc de, je ne sais pas quelle classe, de la spécialité, consiste à dire, en fait, quand on applique le crime, on va à la racine du nombre. Ça ne sert à rien de déplacer le premier qui n'a jamais été barré, qu'il aurait fallu barrer, il apparaîtra quand on regardera le nombre premier suivant, il sera le carré de ce nombre-là. Parce que avant, il aurait été barré, donc le nombre qui suit 7, c'est 11, le nombre premier qui suit 7, c'est 11, 11 au carré, c'est 121, donc le premier nombre qui ne serait pas barré, c'est 121. Quand on fait le crime de jusqu'à 7, et qu'il faudrait barrer par la suite. Tous les autres, donc ça veut dire qu'on a, en faisant le crime jusqu'à 7, on a vraiment tous les nombres premiers jusqu'à 100. Ok? Voilà, enfin jusqu'à 120. Jusqu'à 120. Ok? Et après, pour 121, donc si on va jusqu'à 200, il faut aller à racine de 200, partie entière de racine de 200, enfin, nombre premier, partie première, je ne sais pas si ça existe, mais partie première de racine de 200, c'est-à-dire le plus grand nombre premier plus petit que la racine de 200. Ok? Alors allons-y. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer pour cet exercice? Donc quels sont les nombres qui ne sont pas barrés? Quels sont les nombres qui sont barrés? Donc x est barré, c'est équivalent à x appartient à E2, voilà, ou E3, ou E5, ou E7. D'accord, je ne sais pas par quoi il est barré. Alors en réalité, il faut enlever 2, 3, 5, 7. Ok, qui sont des éléments de 2, de 3, de 5 et de 7. Mais qui ne sont pas barrés, parce que dans le cube, on ne barre pas les premiers éléments de la famille des multiples. Bon, donc il faudra rajouter 4. Ok, donc je vais prendre x. Je prends x qui n'appartient pas à l'ensemble 2, 3, 5, 7. X est barré, si et seulement si, on a ça. Ok, donc maintenant, combien est-ce qu'il y a de nombres barrés? Alors, le nombre de nombres barrés, là, donc on va écrire n, qui est le nombre de nombres barrés. En fait, ça va être le cardinal de E2, union E3, union E5, union E7. Sauf qu'il va compter 4 en plus. Hein. Il va compter 4 comme étant barré. Enfin, il va compter 2, 3, 5, 7 comme étant barré dans ce calcul-là. Ok, attention. Nombre de nombres barrés plus 2, 3, 5, 7. Union 2, 3, 5, 7. C'est ça. Et maintenant, on va pouvoir appliquer le cube de Poincaré. Donc,
qu'est-ce que ça vaut le cardinal de E2 union E3 union E5 union E7? D'après le CRIB, ça vaut cardinal de E2 plus cardinal de E3 plus cardinal de E5. Bon, là, c'est pas très malin d'avoir écrit ça en bas, donc je vais écrire de l'autre côté. Égale cardinal de E2 plus cardinal de E3 plus cardinal de E5. J'aime bien cet exercice parce que ça vous force quand même à tout écrire et bien voir ce qui se passe. Là, je les additionne. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pour retrancher les intersections. Donc, j'en ai beaucoup. Hein. Cardinal de E2 intersecté avec E3, moins cardinal de E2 intersecté avec E5, pour être un petit peu organisé. Cardinal de E2 intersecté avec E7, moins cardinal de E3 intersecté avec E5, moins cardinal de E3 intersecté avec E7, moins cardinal de E3, E5 intersecté avec E7. Ça marche? Plus cardinal de E2 et E3 et E5. Et quand maintenant j'en passe à 3, que j'additionne, plus cardinal de E2 et E3 et E7, plus cardinal de... Alors qu'est-ce qu'il me manque? E2, E5 et E7, et plus cardinal de E3 et E5 et E7, moins cardinal de E2 et E3 et E5 et E7. Donc là on avance, bon, tout va bien. Alors est-ce qu'on est désespéré? Certains disent oui, d'autres disent non. Pourquoi certains disent non? Oui, Alain? Parce qu'on connaît la valeur de chacun de ces ensembles. Alors la première chose, c'est d'abord cardinal de E2, d'abord E2 inter E3, c'est E6, on l'a déjà dit. E2 inter E3 inter E5, c'est E30. D'accord? C'est des nombres qui sont multipliés par 2, par 3, par 5. Comme c'est que des nombres premiers, c'est exactement le produit. Donc premièrement, c'est facile. Donc en fait, je peux tout simplifier. C'est-à-dire que là, j'ai E6, là, j'ai E10, là, j'ai E14, là, j'ai E35, là, j'ai E21, là, j'ai E15, là, j'ai E30, là, j'ai E42, là, j'ai E70, là, je sais plus où j'en suis, 35, 105, donc E105, il n'y a pas assez grand monde, et là, j'ai E210. D'accord? Et ensuite, combien j'ai d'éléments dans chacun de ces ensembles? Noé, vas-y, tu lèves la main. Combien j'ai d'éléments dans E6? Laurent? Le quotient de 100 divisé par 6. Exactement, le quotient de 100 divisé par 6, sauf que 100 divisé par 6, c'est pas un nombre entier. Donc c'est en fait la partie entière. Donc en fait, c'est des multiples 100 divisé par 6. Ah, le quotient, sens de quotient entier? De division euclidienne? Ok, très bien. Pardon. On va l'écrire soit avec des... Je vais mettre des parties entières. Donc en fait, ici, cardinal de 2, ça m'en fait 50. D'accord? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 100. 50, j'ai compté. E3, 33. E5, 20. E7, 49, c'est 7, 14, non? Ok? Et en fait, on se rend compte qu'on peut générer une formule, hein? Là, on a mis des nombres, mais en fait, on pourrait mettre une somme des i divisé en p, p divisé par i, etc. Hein? Moins, alors 100 divisé par 6, donc c'est 33 divisé par 2, ou 50 divisé par 3. 16, il me semble, non? 16, 10, donc ça c'est facile, moins 10, 14, donc c'est comme on a fait là. C'est l'air d'être 7. D'accord? 7 fois 14, ça fait 99, non, 98, pardon. 15, alors maintenant, 100 divisé par 15, donc 60, 75, 90, 6. 21, 4, bravo. 35, 2, 30. Donc par contre, il y a un plus maintenant. 30, il y en a 3.
42, 2. 70, 1. 105, 0. 210, 0. Ok? Alors maintenant, on va calculer ça. On aime bien les calculs hein, dans cette classe. Alors, moins 2 plus 2, 0. Pour l'instant, je suis fort. 3 plus 1, moins 4, ça fait 0. Bon, tout va bien. Alors ensuite, qu'est-ce qui est sympa moins 16, moins 6, ça fait moins 22. Plus 20, là par exemple, ça fait moins 2. D'accord, moins 2. Moins 2. Moins 2 plus 14, ça fait 12. 12 moins 7, donc ça fait 5. 5 moins 10, ça fait moins 5. Moins 5 plus 33, ça fait 28. 28 plus 50, ça fait beaucoup. 78. Ah oui, mais c'est les nombres barrés, pardon. Ça, c'est les barrés. Donc 78 nombres barrés, mais dans lesquels on a compté 4 nombres. 2, 3, 5, 7. D'accord? 78 nombres barrés, dont 2, 3, 5, 7. 3, 5, 7. Donc il y a... Alors combien est-ce qu'il y a de nombres non barrés? Donc 100 moins 78. 22 nombres pas barrés. Mais dans ces nombres pas barrés, il y a 1 aussi. On est dans 200. Ça revient au même. Soit on compte pas... Soit on compte pas 1 et soit je l'enlève après. Donc je vais mettre nombre pas barré, dont 1, si tu veux bien. Dont 1. Bilan, combien est-ce qu'il y a de nombres premiers entre 2 et 100? Oui. Pourquoi il n'est pas barré à 1? Parce que c'est pas un multiple de personnes. Voilà. C'est bon. Mais il aurait fallu pas le compter surtout. Donc combien il y a de nombres premiers? D'après ce crible-là, il y a 25 nombres premiers. Il me semblait qu'il y en avait 24, non, c'est ça? Premiers, entre 2 et 100. D'accord? Et on voit que si on change 100 par un autre truc, on y arrive, hein. Ça fait une formule horrible, mais... Enfin, c'est pas horrible, mais... Ça fait racine de n, partie entière de racine de n, fois, plus la somme des moins 1 puissance h sur truchmus divisé par h, sans tridicule, enfin, une formule, quoi. Ok? Allez, on fait une petite pause. Pardon. On a le dernier programme d'école.